Salut, c'est Sam. Vous le savez, habituellement, je vous raconte l'histoire des grands standards rock et metal, avec une exception cette semaine pour la 200e, l'ultime album des Daft Punk qui fête ses 10 ans dans quelques jours, quelques semaines. Et vous le verrez, via cette analyse piste par piste, qu'il y avait quelques indices concernant l'inévitable séparation du duo. Daft Punk, c'est donc Thomas, derrière aussi le groupe Stardust et auteur de BO pour Gaspard Noé, Cédric Clapiche, Olivier Assayas, puis Guy Manuel, notamment producteur de Sébastien Tellier et Kavinsky. Ensemble depuis le collège, ayant monté un premier groupe de rock avec le futur guitariste de Phoenix, dont une critique assassine inspire le nom de leur duo casqué, les Daft Punk ont démocratisé la French Touch. Cette house, disco-funk qui fit de l'Hexagone l'épicentre de la musique mondiale, avant de réitérer l'exploit avec 7 albums 20 ans plus tard. Un ultime disque autofinancé pour éviter de répondre aux exigences d'un label. C'est d'ailleurs leur premier véritable album studio, les précédents ayant été réalisés chez eux. Car pour rendre hommage au son des années 70, qu'ils considèrent comme le summum de la musique, le parti pris est d'avoir le plus possible recours aux instruments. Et pour cause, en 2008, après une tournée de 18 mois, leur première démo à Paris était décevante. Pause bienvenue donc avec la composition de la BO de Tron, film dont les Daft rendaient justement hommage sur scène et qui est enregistré avec des musiciens Eureka. Pour autant, si la méthode est donc validée, le concept global de leur prochain album peine à être trouvé. Mais plus les Daft Punk enregistrent, plus celui-ci se dessine. D'où l'idée d'un titre renvoyant à la mémoire vive des systèmes informatiques. N'oublions pas qu'ils sont censés être des robots. Au-delà de la fragmentation typique de ces systèmes, l'idée est surtout de suggérer qu'au-delà de l'album, leur œuvre reste cohérente. Ou comment, en puisant dans leur écoute adolescente, rappeler le jeu des influences inconscientes ou non dans leur son d'aujourd'hui. 3 studios sont ainsi utilisés, et des parties orchestrales sont même enregistrées pour presque chaque piste, même si peu seront finalement utilisés. Qu'importe, ce sont eux qui paient, et rien n'est trop beau pour reproduire une ambiance à la Fleetwood Mac, Doobie Brothers et les Eagles. Ou pour rendre hommage aux Cars, Steely Dan, voire Michael Jackson jusque dans le choix de la police de la pochette. Preuve d'ailleurs du chaos qui règne alors, il a même été envisagé jusqu'au dernier moment que le disque ne soit constitué que d'une seule piste continue, comme pour l'album Love Sexy de Prince, ou encore un album divisé en 4 volumes. Bref, de quoi tordre les conventions et redonner vie à la musique, un mantra qui sert de titre à l'intro de cet album. Le choix ici d'une intro rock permet tout d'abord d'effacer toute trace de l'électro de l'album précédent. Les paroles pourraient même paraître pompeuses, mais elles ne sont qu'une déclaration optimiste et sans cynisme, typique des années 70. Redonner vie à la musique, c'est aussi l'objectif des Daft qui ne se reconnaissent plus dans les mouvements actuels. Pas étonnant que l'on retrouve notamment ici Nile Rodgers du groupe Chic, qui a travaillé avec Bowie, Madonna ou Diana Ross, Paul Jackson Jr., guitariste pour Aretha Franklin, George Benson, Ray Charles, Tom Jones ou encore Barry White, mais aussi John Robinson, batteur sur l'album Off the Wall de Michael Jackson, dont les Daft jugent que la production n'a jamais été aussi précise, voire impossible à reproduire via les machines. On a là un morceau sur l'amour perdu, mais chanté par un androïde. On est donc dans une inversion des valeurs. Une inversion que le duo va d'ailleurs appuyer en plein air, où les voix humaines sont de plus en plus traitées pour devenir robotiques, confère notamment le rap actuel. Les Daft essaient alors de rendre le plus humain possible la voix synthétique. Soit donc la recherche d'une émotion dans la machine, ou du moins son ambition. En vue d'une carrière qui se clôturera sur un retour tardif vers l'analogique, oui, n'oubliez pas qu'ils ont commencé dans le rock, difficile de ne pas comprendre ici la symbolique. La collaboration avec Giorgio Moroder, auteur notamment des BO de Midnight Express et de Scarface, aurait dû se faire sur celle de Tron. Qu'importe, les Daft décident d'un contre-pied en ancrant ce featuring via un monologue biographique. Et en particulier le processus créatif du compositeur électro-italien derrière la chanson I Feel Loved de Donna Summer qui l'a produit.
Le narrateur est enregistré pendant 3 heures sans que lui-même n'en connaisse la finalité, le but, l'objectif, pour servir ainsi, au final, de métaphore à la liberté musicale. Et, histoire d'offrir une anecdote aux journalistes, chaque période racontée est captée avec un micro datant de la décennie correspondante. Quant à la musique utilisée, qui s'inspire de celle du compositeur, elle est issue d'une démo réalisée quelques années auparavant. Thomas en a d'ailleurs fredonné la rythmique à Omar Hakim, le batteur de Let's Dance de David Bowie, Money for Nothing de Dire Straits ou encore Englishman in New York de Sting. Une méthode, celle de fredonner la rythmique, longtemps utilisée par Michael Jackson. Le pianiste et producteur Chili Gonzalez, qui a travaillé avec Drake, Boys Noise ou Philippe Catherine, est enregistré en une seule journée. Là encore, sans savoir quel sera le résultat final. Et pour cause, cette chanson fut l'une des premières sessions de l'album. Les paroles évoquent d'ailleurs une incompréhension face au monde et questionnent les identités. Le fait d'être perdu. Des paroles à tiroir qui marquent autant le sentiment d'impuissance de l'époque que la méthode d'enregistrement des Daft, la position sans doute de boomer, la résonance de leur musique dans le paysage, voire peut-être l'utilité même du duo. C'est donc bien via ces paroles un robot qui pleure ici, un robot qui regrette une uniformisation et ne se rappelle même plus de son nom. Or, quoi de mieux qu'une piste minimale pour porter ces interrogations ? Jusqu'à même faire basculer la tonalité la mineure des 3 premières chansons dans celle si bémol mineure des pistes suivantes. C'est encore la réalisation de la BO de Tron qui provoque la rencontre entre le duo et le chanteur des Strokes. Une rencontre en marge du studio autour d'un café et à la demande de Julian Casablancas. Or, sans le savoir, les Daft, fans de rock et déçus du mimétisme du genre, cherchent justement un chanteur rock atypique, un chanteur capable d'un impact émotionnel. Le duo est même surpris de l'enthousiasme de celui-ci à l'écoute d'une de leurs anciennes démos instrumentales, pourtant en décalage avec leur style respectif. Les paroles évoquent la nostalgie pour une amourette d'été avant de reprendre sa vie. D'où le fait que le titre a failli s'appeler Summer Crush. Pour autant, et même s'il en respecte la trame, Casablancas préfère utiliser ses propres paroles, celles qui lui sont venues à l'écoute de la mélodie pour conserver une spontanéité. Même si l'artiste avait autrefois réalisé un remix du duo, la première rencontre physique entre Pharrell Williams, qui sortira d'ailleurs la même année que l'album des Daft, les singles Happy et Blurred Lines, avec Romantic, on peut dire que 2013 était son année, eh bien cette rencontre a eu lieu à une fête chez Madonna, oui, ça ne s'invente pas. Pharrell y propose effectivement sa participation, expliquant avoir été influencé par Nile Rodgers, sans savoir que le duo vient d'enregistrer avec le guitariste. L'idée de la chanson, c'est une ode à la piste de danse, avec l'envie de reproduire une musique dance, mais avec un batteur live. À l'arrivée, ce sera une chanson dans la pure tradition disco-funk, de la French Touch, mais débarrassée de ses machines. Débouté du titre Instant Crush, Paul Williams, qui a autant joué dans le film Phantom of the Paradise, qui inspirera le port du casque du duo, que composé le générique de La Croisière s'amuse, ou encore écrit par exemple pour Barbra Streisand. Paul Williams écrit et interprète cette chanson qui est la plus complexe du disque car plus de 250 éléments musicaux y sont superposés. De quoi rappeler, par ses distorsions entre les genres, les époques, la chanson A Day in the Life des Beatles. Idéal surtout pour constituer le noyau du disque et servir plus tard de BO à la vidéo d'adieu du duo. Car, via ce rétro-futurisme, s'enchaînent les séquences évoquant les expérimentations des Pink Floyd, ou encore l'opéra rock de The Who, comme le ferait un disque dur ou un cerveau. Et c'est bien le souvenir de toutes les autres chansons qui tournent autour de celle-ci. C'est d'ailleurs la première sur laquelle a travaillé le duo, et presque la dernière à avoir été clôturée. Côté paroles, Thomas a confié à Williams un livre d'histoire sur des personnes revenant d'entre les morts et rappelant des souvenirs de leur vie passée. Quant à la musique, le claviériste Chris Caswell avait arrangé une contre-mélodie pour les cordes que les Daft conservent finalement comme mélodie principale. Il a fallu 18 mois pour achever cette ode au sexe sans joie et gagner après une guerre d'usure.
Mais les paroles n'évoquent pas seulement des actes sexuels, elles marquent aussi la chance de se connecter immédiatement à quelqu'un dès sa rencontre. La progression d'accords est la même que celle utilisée dans leur précédent titre Around the World. D'ailleurs, la première version de Get Lucky était réalisée sur un piano électrique. De quoi surtout marquer l'abandon du style house typique des Daft par une découpe couplet-refrain classique. Fini l'avant-gardisme, il faut en effet attendre le milieu du morceau pour réentendre la voix synthétique du duo comme une sorte de trait d'union, une résurgence même avant sa disparition. Les premiers accords semblent s'inspirer du thème Prexkovic, du Père Noël est une ordure par Vladimir Kosma, qui lui-même d'ailleurs ressemblait à Fade to Grey de Visage. La basse, elle a été entièrement réenregistrée après la performance spontanée de Rogers, qui n'a alors demandé de ne conserver que la batterie pour improviser. Une performance tellement spontanée que Pharrell Williams ne se souvient même plus lui-même du processus d'enregistrement. Encore un morceau chanté par Paul Williams avec des paroles plutôt cosmiques, des paroles soufflées par le duo et évoquant le monde existentiel. D'où son titre, traduction de « Au-delà », c'est-à-dire au-delà des océans, au-delà des montagnes, une terre au-delà de l'amour. Des paroles qui se concrétisent dans la forme même du morceau, avec cette intro orchestrale à cordes, avant d'aller taper dans les grooves d'un Regulate de Warren G ou d'un I Keep Forgetting de Michael McDonald. Et oui, parce que par son choix d'une rupture de genre, on veut signifier là qu'un cap est franchi et que c'est bien la distance qui altère, via un vocoder, la voix d'un narrateur lointain. Alors ici on est plus sur un instrumental trip-hop, down-tempo, un truc un peu spatial, pas loin d'un Sébastien Tellier avec qui Guy Manuel a collaboré. Une pièce futuriste, bourrée d'effets de science-fiction. D'ailleurs la percussion est assez atypique pour les Daft avec un choix de l'acoustique et moins d'emphase sur la grosse caisse. L'accent est même mis sur les instruments classiques jusqu'au retour des synthés en fin de morceau. Toujours cet effet boomerang. Un morceau soft rock, non loin de la country pop des années 80, par exemple à la Shin Easton. Un morceau surtout réalisé avec Todd Edwards, musicien house ayant déjà collaboré avec le duo en 2001 avec la chanson Face to Face. On est dans le pur exercice méta, les paroles du musicien parlent en effet du moment passé avec les Daft à créer la chanson. Lui qui, avant d'être mis à contribution, n'était alors qu'en visite dans leur studio tandis qu'il tentait de recréer une ambiance côte ouest. On est donc encore sur cette idée de souvenir de vie, mais aussi sur ce qu'Edwards fantasme de la Californie, ce rêve d'or et d'argent, un état qu'il connaît finalement assez peu en plus. Quant au micro de l'enregistrement, il fut précédemment utilisé par Frank Sinatra. Quelques années auparavant, Daft Punk avait refusé de remixer un morceau du groupe new-yorkais Animal Collective, ne voyant plus l'intérêt de ce type d'initiative pour eux. Ce qui n'a pas empêché ici un featuring avec son chanteur enregistré sur 3 jours. L'idée d'ailleurs du morceau est venue à la fin de l'enregistrement de Noah Lennox avec, comme pour celui des Strokes, la volonté de sortir chaque participant de sa zone de confort musical. Contrairement au reste de l'album, c'est le seul morceau électronique sans musicien de session et réalisé avec un synthétiseur modulaire. La structure rythmique ressemble d'ailleurs à celle de la musique trap et ce sera la dernière chanson enregistrée de l'album. Le morceau contient un sample de Rewrite Tonight, du groupe australien The Sherps, un sample déjà utilisé en 2002 au sein de Together, un projet parallèle de Thomas monté avec DJ Falcon. Mais surtout ce morceau, Contact, commence par un enregistrement d'Apollo 17, la dernière mission à avoir posé un pied sur la Lune. Fin du game, retour au bercail ? C'est peu dire, lorsque le duo écoute le morceau fini en studio, les haut-parleurs sautent en raison des sons de la fin du titre. Comme un guitariste cassant sa guitare en concert, il ne pouvait pas, pour des anciens DJ, y avoir meilleure conclusion. Alors, vous l'avez lu, via cette analyse piste par piste du dernier album des Daft Punk, qui a d'abord eu une panne d'inspiration, un processus assez laborieux de création, et surtout une volonté de ne plus travailler en binôme. D'autant qu'à travers les genres explorés, c'est carrément une liquidation totale. L'électronique est mise à mort, les influences du passé sont explorées pour mieux les clôturer. Le numérique s'est transformé en analogique, et même le titre ouvrant l'album en est finalement le dernier single. Jusqu'à la pochette où les casques forment désormais un tout, avec un début et une fin, tout indique une boucle. Un recueil de souvenirs, comme le suggère son titre,
Et un album de famille qui se referme. Même l'emploi de Bob Ludwig comme ingé son et qui a travaillé un peu avec la terre entière semble mettre fin à un cycle. Avec un album atteignant la première place dans 87 pays, tout pour eux a donc été dit. En tout cas jusqu'au 12 mai, toutefois, pour la réédition des 10 ans de cet album. Mais à l'heure où l'on s'inquiète de l'importance grandissante et inquiétante des intelligences artificielles, reconsidérer sa vie de robot pour reprendre celle d'humain, après tout, n'est-ce pas au fond ce que l'on peut souhaiter de mieux aujourd'hui? À très vite. Game over.